C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD, du journal du dimanche, et Pierre Jacquemin, éditorialiste politique. Bonjour. Bonjour Zine. Alors nous attendons David qui va arriver d'un instant à l'autre. Il arrive, on le voit arriver. Voilà, donc après que le sol polonais ait été touché par un missile ou la destruction d'un missile dont on ne sait pas la provenance, même si les États-Unis disent que ce sont des anti-missiles ukrainiens, le G20 bouscule son agenda. Toute la question, bien sûr, est de savoir si c'est un tir délibéré de la Russie ou un dommage collatéral aux frontières de l'Europe. Pour l'instant, l'OTAN est réunie à Bruxelles. Joe Biden, lui, ne privilégie pas une attaque. Alors, première question, qu'est-ce que les différentes hypothèses pourraient engendrer dans le conflit ukrainien ? La journée va être décisive parce qu'il y a une enquête qui va être conduite, même si effectivement tout le monde appelle à la prudence. Emmanuel Macron vient de le dire, il faut être prudent sur ce qu'il s'est joué sur le territoire polonais, qui est frontalier à l'Ukraine, avec quand même 2 morts et 1 blessé. Donc du coup, la journée va être décisive. Les résultats de l'enquête vont être décisifs. Biden, vous l'avez rappelé, a expliqué, dit combien il ne privilégiait pas une attaque russe directe sur la Pologne. Voilà, il y a plusieurs hypothèses sur devant nous, et c'est vrai que personne n'a envie de croire que c'est la Russie qui a délibérément attaqué le sol polonais. Vous savez, c'est un peu la petite pas une petite musique, mais c'est un peu la théorie qu'essaie de vendre Zelensky, le président ukrainien, qui dit que de toute façon, ça commence par l'Ukraine, mais ça finira toujours par la Pologne, et que donc la Pologne reste quand même une cible privilégiée de la Russie. La Russie s'est exprimée hier soir de manière assez maladroite en disant c'est une instrumentalisation de la communauté européenne pour dire regardez, la Russie attaque, alors que bon, visiblement, ça ne serait pas la Russie. On aurait aimé quand même une prise de parole plus haute au niveau du Kremlin pour dire évidemment non, il n'y a pas d'attaque délibérée de la Russie sur ce territoire-là, parce que si c'était le cas, la Pologne faisant partie de l'OTAN, les textes qui font de l'OTAN disent que le fameux article 5, les textes qui font fondateurs de l'OTAN expliquent que tout territoire attaqué par un pays tiers et donc une attaque globale de l'ensemble des pays membres de l'OTAN. Et ça changerait la nature complètement Bien sûr. C'est pour cette raison qu'effectivement tous les acteurs manifestent, à part le président ukrainien qui évidemment tente d'utiliser cet incident, si j'ose dire, au profit de l'Ukraine. Tous les acteurs font preuve d'une immense prudence. Vous l'avez remarqué, y compris les Chinois d'ailleurs. Et commencer par les Américains et jusqu'aux Chinois. Moi, ce que je remarque, c'est que... Mais comme disait Pierre, personne n'a envie de... Bien sûr, personne n'a envie de se lancer dans une 3e guerre mondiale. Je rappelle, sans mauvais jeu de mots, que l'invasion de la Pologne, on s'en rappelle quand même, dans l'histoire, déclenché des conflits. Mais par rapport à la réaction russe, c'est intéressant parce que, si vous voulez, le terreau de cette guerre informationnelle avec cette propagande russe permanente, ces fake news, ces contre-vérités absolument permanentes et absolues, finalement décrédibilise aussi la parole de la Russie. Et même s'il était avéré que ce n'est pas un missile russe ou un missile tiré depuis la Russie, il y aura toujours un doute sur la parole du Kremlin et de Vladimir Poutine. On se rend compte aussi à travers, c'est pour ça que je disais que c'est une journée décisive, parce que je pense que tout le monde en a bien conscience, que c'est une guerre qui est aux portes de l'Europe, mais que la Pologne étant le rempart un peu entre l'Europe de l'Ouest et puis ce qui se joue en Ukraine, fait partie justement de ce que vous avez appelé les dommages collatéraux, parce qu'effectivement, l'Ukraine a beau avoir des instruments militaires pour pouvoir intercéder ou en tout cas détruire des missiles qui viendraient de l'extérieur, on voit bien qu'une guerre ne se limite pas aux frontières et que donc du coup le sol, même si c'est pas une cible, parce que c'est une cible agricole qui a été visée ou pas visée, c'est peut-être un dommage collatéral, encore une fois, on verra d'ici la fin de la journée. Je pense que d'ici la fin de la journée, selon les spécialistes, on devrait en savoir davantage sur l'origine de ce missile. Les États-Unis, ils semblent avoir dit déjà que c'était un antimissile ukrainien, c'est en tout cas c'est la thèse expliquée par les Américains, et que donc du coup c'est une guerre européenne, et donc du coup il faut espérer que ce sera pas quelque chose qu'on verra souvent, parce que quand on entend quand même que la Pologne a été attaquée, ça a beau être un pays membre de l'OTAN, on sait que l'OTAN c'est quand même un astre mort, il se passe pas grand chose. C'était un astre mort avant que l'invasion russe de l'Ukraine ne la ressuscite quand même un peu. On va voir quand même ce que va dire la fin de la réunion, quelles seront les conclusions de la réunion de l'OTAN qui a lieu en ce moment à Bruxelles.
Alors, 5 jours après, on change de sujet, 5 jours après l'accostage à Toulon du bateau l'Ocean Viking qui transportait 234 migrants, 44 d'entre eux vont être expulsés, 60 peuvent demander l'asile et les autres vont faire l'objet de relocalisation. C'est un mot horrible d'ailleurs, on a l'impression de parler d'usine. Oui, de relocalisation, c'est comme ça qu'on appelle ça, vers d'autres pays européens. Cette fois, les choses n'ont pas traîné. David, on sent bien que c'est d'abord un sujet politique avant d'être un sujet humanitaire. Bien sûr, et ce qu'on constate, c'est quand même, souvenez-vous, un épisode similaire avait eu lieu en 2018 avec le navire Aquarius. C'était absolument la même configuration. Et à l'époque, Emmanuel Macron avait refusé que celui-ci accoste en France. Il avait débarqué en Espagne, même si ensuite nous avions récupéré une partie de ses occupants. Donc là, qu'est-ce qui explique le changement du président? C'est assez intéressant parce que depuis son élection et depuis surtout l'élection législative qui a vu le président perdre sa majorité et être tenu entre la gauche radicale, la NUPES, et de l'autre côté l'extrême droite à l'Assemblée nationale, il avait plutôt ciblé Jean-Luc Mélenchon depuis quelques mois. On l'avait vu notamment c'était le meilleur ennemi, le principal adversaire. Or là, se réinstalle le clivage qu'on attendait mais qui n'a pas eu lieu, le clivage Le Pen-Macron du deuxième tour de la présidentielle, avec effectivement le choix d'Emmanuel Macron d'accueillir à Toulon le navire, même si vous l'avez dit, effectivement, les occupants vont être dispatchés au niveau européen, ce qui d'ailleurs est un autre sujet, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler, la façon dont l'Europe communautaire considère ce sujet. Mais là, très clairement, il y a une volonté d'Emmanuel Macron de recliver par rapport à l'extrême droite, qu'on n'avait quand même pas vraiment constaté ces derniers mois. On parlait la semaine dernière, ou il y a 15 jours, du débat immigration, du texte sur l'immigration. On avait constaté que, voilà, le gouvernement marche un petit peu sur des œufs. Il sait que dans l'opinion, l'accueil des migrants n'est pas forcément populaire, et même, je dirais, de moins en moins populaire, mais il a fait ce choix politique et pris le parti de cliver à nouveau avec Marine Le Pen. Et alors, cette précipitation à envoyer des personnes est aussi destinée peut-être à calmer la droite aussi sur l'échiquier politique, les Républicains dont Emmanuel Macron a besoin à l'Assemblée nationale. Oui, alors pardon, j'ai pas compte tenu de ce qui vient de se dire, j'ai pas envie d'aller sur le terrain politique parce que je crois avant tout qu'il y a une question humanitaire qui se pose à nous. D'ailleurs, Le Monde l'a révélé aussi à travers le reportage qui a été fait sur les secours. Les secours ont été plus que défaillants, ont été inhumains, tout simplement, puisque une trentaine de morts ont été déplorés. C'était en 2021 dans la Manche, sur les côtes françaises, entre les côtes françaises et les côtes anglaises. Donc j'ai envie d'aller sur le terrain humanitaire parce que vous avez dit, effectivement, on parle des délocalisations, on parle de migrants, on parle d'exilés, on parle de réfugiés. Tout ça déshumanise et on oublie de quoi on parle et de qui on parle. Et justement, on parle quand même d'êtres humains. D'assemblage, de tuyaux. J'ai souvent l'habitude de dire, je ne suis pas responsable d'être né à Limoges. Je ne sais pas où vous êtes né, Roselyne, mais vous n'êtes pas non plus responsable d'être né en France, en tout cas bien né dans un univers démocratique où les gens vivent quand même correctement. Personne n'est responsable. Personne n'est responsable de naître à Homs, à Bagdad, à New York ou je ne sais quoi. Donc il faut avoir un tout petit peu d'humilité quand on parle de ces gens qui fuient des situations de pays où ils sont eux-mêmes en difficulté et menacés de mort. Donc une fois qu'ils arrivent sur les côtes européennes, qu'elles soient françaises, italiennes ou grecques, il faut à un moment donné qu'on renvoie au monde qu'il n'y a pas un débat politique sur 230 personnes, est-ce qu'on les accueille, est-ce qu'on les accueille pas. Et après, vous avez raison d'ajouter sur cette question, c'est que peut-être l'opinion publique n'est pas prête à accueillir un certain nombre de réfugiés qui va grandissant parce que les crises s'accroissent, l'Ukraine, la crise climatique va engendrer des mouvements de population, des migrations telles que l'histoire de l'humanité est faite de migration d'une manière générale. Donc la question, là vous avez raison, c'est comment on fait en sorte que les Français comprennent que c'est possible. Et là, vous avez des situations, même d'élus locaux, y compris de droite. D'ailleurs, moi, je me souviens à l'époque de Regard, j'avais fait un reportage en Auvergne où, contre l'avis de la population, contre l'avis même des élus, cet élu avait accueilli des réfugiés de partout du monde. Il avait accueilli une dizaine de familles. Et ils avaient fait la démonstration qu'ils avaient sauvé une école parce qu'elle menaçait de fermer dans une campagne, que des commerces rouvraient, que le club de foot rouvrait. Donc, il faut essayer de donner à voir ce que peut être une intégration réussie, comme l'Allemagne a réussi à le faire quand Angela Merkel a accueilli 1 million de migrants syriens. David, vous parliez des conditions en Europe. L'Europe doit s'organiser. Hier, on a appris on est 8 milliards sur cette terre. Donc, 10 milliards en 2050. Voilà, en 2080, je crois. J'ai envie de dire, le climat, les guerres, les famines dont vous parliez vont s'aggraver.
notamment avec la guerre en Ukraine aussi, notamment l'Égypte, qui n'aura plus de céréales. Donc, c'est pas le premier bateau, ce sera pas le dernier. Comment, ça va être de plus en plus fort, comment doit s'organiser l'Europe? Deux choses. Pour répondre justement à ce que vient de dire Pierre, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'opinion publique sur ce qui est très important sur l'accueil. On voit des villages où effectivement on accueille des migrants depuis 2015 où ça se passe très bien, d'autres où ça crée des crispations et des réactions identitaires et même xénophobes très fortes. Donc il y a un vrai sujet. Et vous disiez, Roselyne, c'est pas le premier. Je vais rappeler cette phrase de Michel Rocard, nommé ministre en 1988. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais, deuxième partie de la phrase qu'on a trop souvent oubliée, doit aussi en prendre sa part. Donc ça, c'est un aspect, c'est pour ça que le sujet est aussi très politique. Alors après, il y a le sujet européen. Moi, j'ai suivi, il y a quelques années, plusieurs conseils européens, et notamment en 2015, un conseil européen à Bruxelles, où, en pleine crise migratoire, où il était question de répartir l'accueil des migrants sur les 28 à l'époque États de l'Union. C'était, alors vous savez, les conseils européens, c'est toujours très tendu, c'est toujours, vous avez un conflit entre divers égoïsmes nationaux, c'est vrai pour le budget, c'est vrai pour la PAC, c'est vrai pour tout type de sujet, mais alors là, j'avais personnellement constaté une énorme violence entre les dirigeants des différents États. C'est vrai que c'était un sujet extrêmement crispant, extrêmement sensible. Pourquoi? Parce qu'on en revient au sujet des opinions. Vous citez l'Allemagne qui a je crois, de bon droit, accueilli 1 million de réfugiés en 2015, contrairement à sa tradition. L'Allemagne n'est pas vraiment un pays d'immigration traditionnel, à part, bien sûr, pour la Turquie et éventuellement quelques pays africains, mais c'est beaucoup moins que chez nous. Et en 2015, effectivement, il y avait eu un accueil avec toutes des procédures pour le travail, etc. Ça s'était plutôt bien passé. Voilà, 1 million. Mais ça avait aussi, il faut le dire, aussi recréé une force d'extrême droite politique avec l'AfD, fameux parti extrêmement radical d'extrême droite qui avait refait son entrée au Parlement. Donc, il y a aussi ces sujets-là à traiter. Et je pense que des sujets d'opinion, il faut en être conscient. Il ne faut pas les nier, et parce que sinon, on se retrouve avec des problèmes politiques. Ça ne nous dit pas ce qu'on fait au niveau européen, dans le droit, puisqu'on a vu que l'Italie, là, ne respectait pas le droit de la mer. Non, ça c'est vrai, mais il ne faut pas les nier, les problèmes. Il ne faut pas nier le fait qu'il y a une crainte, une xénophobie latente sur l'arrivée d'étrangers sur le territoire français. Il faut en tenir compte. Mais il faut aussi que les puissances publiques, le gouvernement, mais aussi les journalistes, nous-mêmes, nous posions pas la question migratoire comme étant un problème en soi. D'abord, il faut juste rappeler une chose, 80% des migrations dans le monde se font du sud vers le sud, des pays pauvres vers les pays pauvres. Et on est pour partie responsable, nous les pays du Nord, de ces dérèglements climatiques, de ces dérèglements géopolitiques à travers le monde. Donc on doit prendre notre part plus que notre part, parce qu'on est responsable de ces déplacements de population. Mais encore une fois, il faut arrêter de faire croire qu'il y a une submersion migratoire. Les déplacements se font encore une fois du sud vers le sud, du pays pauvre vers les pays pauvres. Il faut avoir ça en tête. On est loin d'une submersion, donc on peut largement accueillir du monde sur notre territoire et en Europe. Merci à tous les deux, merci. Et on se retrouve demain pour Politique et Jean-Marie Colombani et nos invités. Merci. À l'affiche. France 24 vous donne rendez-vous tous les jours pour suivre les grands événements culturels. Gros plans sur les expositions du moment, sur les films en compétition, les sorties littéraires. Cinéastes, écrivains, photographes, musiciens, les artistes partagent leur passion. La culture est à l'honneur tous les jours sur France 24. À l'affiche, votre rendez-vous culturel, c'est sur France 24 et france24.com.